Est-ce que tu as des infos qui te permettent du coup de surperformer le marché? Aujourd'hui, interview insolite avec Alix Bouxaguet. Je gère les VIP chez Kraken. Ça fait plus de 10 ans qu'il investit en crypto. Moi, je ne fais jamais de DCA. Je fais all-in tout le temps. Je fais que des all-in. Je suis pas fan d'Ethereum. Et moi, l'alt-season, je trouve qu'on l'a eu. Et dans cette émission, pas comme les autres, il va vous partager tous ses secrets. Aucun autre indicateur pour l'instant ne m'a aidé plus que celui-là. Pour moi, c'est le meilleur indicateur. T'as surperf 99% des gens. Sans ouvrir Twitter, YouTube, rien. En fait, les vraies infos pour faire de l'argent, je pense que c'est... Il a accepté de répondre à 21 questions complètement random et sans filtre. As-tu déjà conseillé un projet alors que tu savais pertinemment qu'il n'avait aucun avenir? À fond. C'était quoi? Il n'y a rien de pire que de voir tous ses potes s'enrichir et pas toi. Des questions sur le marché. Selon toi, est-ce qu'un jour Bitcoin peut valoir 0$? J'ai du mal à voir le BTC en dessous. Est-ce que un jour Solana pourrait atteindre 1000$? Le projet le plus innovant actuellement. Prediction market. Hein. Des questions perso. Si le fisc décidait de faire un audit complet approfondi de tes portefeuilles demain matin, à quel point tu serais serein? Des questions de culture crypto. Ne pas connaître ça et travailler dans les crypto-monnaies, c'est pas bien, c'est limite honteux. Et surtout, des questions pièges. Faut vraiment entrer extrêmement dans la technique pour me piéger. Quel est ton salaire? Si tu vérifies tout de suite et tu vois que t'es pas abonné, ça veut dire que tu fais partie des 67% des gens qui regardent notre contenu et qui sont pas abonnés. C'est juste un petit bouton, c'est une action gratuite et nous, ça nous permet de continuer à produire toutes ces interviews, à vous apporter de la valeur et comme ça, en plus, tu manques rien. Donc merci aux gens qui vont le faire, ça nous aide vraiment beaucoup et c'est reparti dans l'émission. Aujourd'hui, je suis avec Alix. On va découvrir ce personnage en 21 questions. Les cartes, on vous les présentera plus en détail dans l'intro. Est-ce que tu es prêt? Je suis grave prêt. Est-ce que tu veux les mélanger peut-être? Non. C'est bon, tu me fais confiance? Ouais. Ok, on part sur la première question. Et on commence par, quels sont les 3 cryptos que tu serais capable de garder pendant 10 ans? Première crypto, du Bitcoin. Ouais. Du Bitcoin parce que c'est la base. Pour moi, sur les 10 prochaines années, aucun asset va surperf le Bitcoin. Ok. Tu vois, t'as beau... Je pensais à l'immobilier partout dans le monde. Dubaï, Londres, je sais pas, New York, Monaco. Est-ce que sur les 10 prochaines années, ça va surperformer le Bitcoin? Mais je pense pas. Jamais. Non. Est-ce qu'une voiture de collection, une Ferrari 250 GTO, va surperformer le Bitcoin? Non. Non. Est-ce que le vin? Est-ce que l'art? Peut-être des trucs d'art, mais il faut savoir lequel. Peut-être l'IA? Ouais, mais... Quand on voit les entreprises comme Nvidia ou qui ont quand même beaucoup performé. Bah, faut sélectionner la bonne. Ouais. Faut que ce soit la bonne entreprise. Parce que si tu mets sur Nvidia, sur les 10 prochaines années, moi, je préfère acheter du Bitcoin. Donc, sur les 10 prochaines années, Bitcoin. Parce qu'il n'y a rien de mieux. Est-ce qu'il y a d'autres cryptos, 2 autres, que tu serais confiant de garder pendant 10 ans? Du stablecoin, bien sûr. Ça, c'est facile de répondre. Voilà, parce qu'il y a du rendement et que moi, j'essaye de toujours avoir une grosse poche stablecoin pour des opportunités. Pour moi, en fait, l'argent, il se fait dans les opportunités d'achat, presque plus qu'à la vente. Donc, quand il y a un gros dump, voilà, moi, j'adore avoir du stablecoin, être cash. T'achètes quand le stablecoin, il dépègue? Ça t'est déjà arrivé de faire ça? Je l'ai déjà fait. Je pense que c'est un bon coup à faire. Quand on voit l'USDC qui descend en dessous de 1$, des fois, ça arrive. Événement critique, donc on n'a pas vraiment envie de le faire, mais ça repart toujours à 1$. Ça, c'est vrai. Le faire sur les grosses. USDC, USDT, pas l'UST. Non. Pas très bon plan. Et SDG? Peut-être. Je connais pas très bien ce stablecoin, mais il m'a l'air extrêmement sérieux. Donc pourquoi pas. Mais il me semble pas qu'il a... Il a déjà des pegs? Non. Non, jamais vu. Ouais. Sur le 10 octobre, il me semblait que c'était l'USDC qui avait légèrement des pegs. Ouais. Donc ça, je pense que c'est pertinent. Pour le coup, sur l'USDT, USDC, c'est pertinent. C'est grave pertinent. Troisième crypto. Alors, je sais qu'il y a des pro Ethereum à fond. Moi, en perso, c'est pas trop. Je suis pas fan d'Ethereum. Alors, si je devais miser sur un troisième token, franchement, Monero. Ok. Pourquoi pas. Monero. Parce que pour moi, ça a de l'avenir et que ça sera toujours entre les mailles du filet, ça passera toujours. Et c'est la plus grosse. Pourtant, ils ont été délistés, tous ces tokens de privacy, etc. avaient été délistés. Je ne sais pas si sur Kraken, c'est encore listé. Toujours. Ouais, alors, ça dépend des pays, mais il y a quand même encore pas mal de plateformes où tu le trouves. Ok.
Deuxième carte. Alors là, attention, les cartes rouges comme ça, c'est les cartes pièges. Tu as la possibilité de ne pas y répondre si tu réponds à une question de culture générale basée sur la crypto. Tu vas y répondre? D'accord. Il n'y a pas de piège dans la vie. Alors, quelles règles tu conseilles aux gens que toi-même tu ne suis pas toujours? Le DCA. D'accord, donc c'est quelque chose que tu conseilles à tout le monde. Exactement. Moi, je ne fais jamais de DCA. Pourquoi? Je fais all-in tout le temps. Je fais que des all-in. Je fais all-in achat, all-in vente. Voilà. Ok. Et ça fonctionne? Oui. Ok. Que Bitcoin ou d'autres cryptos? Principalement Bitcoin. Moi, en perso, je fais du all-in, pas DCA, Bitcoin. Quand il y a des événements, quand il y a des crashs, c'est quand tu es all-in, c'est quand tu fais tes... Exactement. Ok. Et le DCA, moi, en fait, j'aime pas parce que oui, tu prends ta perf, mais tu sais pas vraiment ce que tu fais. En tout cas, j'arrive à mieux m'en sortir qu'avec du DCA. Puis tu as un prix moyen qui fait que augmenter en fait sur le long terme avec un DCA. Ouais. Et en fait, moi, je préfère... je sais pas, je suis feignant ou je sais pas, mais je préfère acheter. Je connais mon prix, je sais si ça a monté ou descendu. Il n'y a pas à calculer un prix moyen. All-in. C'est plus Ok. ouais, all-in. Franchement, all-in. Moi, ça marche. Après, évidemment, je conseille aux gens de faire du DCA. Ok. Parce que c'est plus sérieux. Troisième question. Alors ça, c'est encore une nouvelle catégorie, c'est communauté. On reprend tous les commentaires que vous laissez, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Donc là, c'était un commentaire de Enzo. Je ne dis pas le nom en entier, mais il s'affichera ici. Qui est-ce qu'il faut suivre sur Twitter pour faire le plus d'argent? Bon, c'est toujours des questions liées un peu à l'argent. Qui est-ce que tu estimes de bons conseils sur Twitter? Excellente question. Alors déjà, aller sur Twitter pour faire de l'argent, moi, je ne sais pas si c'est la bonne idée. Je pense que ne pas avoir Twitter, tu fais pas moins d'argent. Mais pour avoir des vraies infos, en fait, les vraies infos pour faire de l'argent, je pense que c'est comprendre les cycles économiques, comprendre la géopolitique et les grands mouvements. Donc, si je devais suivre un compte, ça serait genre limite Donald Trump. Ok. Ou des experts en géopolitique pour comprendre le monde dans lequel on évolue. Mais suivre un influenceur quand on voit des signaux sur Twitter, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus smart. Toi, tu dis pour faire de l'argent, il faut avoir les bonnes infos. Est-ce que le fait que tu sois chez Kraken, tu bosses avec des gens qui ont beaucoup d'argent, tu m'as dit que tu gérais des VIP, est-ce que tu as des infos et qui te permettent du coup de surperformer le marché? Bien sûr, j'ai plein d'infos d'insider et du coup, je m'engraisse en les utilisant. Évidemment que non. Et d'ailleurs, ce que j'ai découvert, et vraiment ça, j'étais surpris, c'est que personne n'en sait rien. Ok. Et ça, je débunk le truc. J'ai rencontré des gens extrêmement riches, centaines de millions, même certains sont milliardaires, qui sont en rect. Donc sur du 10 octobre par exemple, sur Tencent, tout le monde s'est fait exploser. Et pourtant, des mecs qui sont dans la crypto depuis 15 ans, qui comprennent tout, qui sont acteurs du truc. Donc franchement, les fameuses whales qui bougent le marché et qui savent exactement quand acheter et vendre, qui time le marché, je les attends toujours. C'est qui les whales? Quand on parle des whales, c'est qui? Parce que moi, je connais des mecs en centaines de millions et ils sont rects. C'est quoi leur profil? Ils font quoi? Les gens qui ont des centaines de millions d'euros en crypto, c'est des gens qui font du DCA ou c'est des gens qui achètent beaucoup d'altcoins, qui font du trading? C'est qui ces gens? Ils font quoi? Bon, souvent, c'est des sociétés. Ok. Alors, si on parle du panier plus de 100 millions, on a souvent affaire à des sociétés. Et si c'est des individus, enfin des particuliers, on sera plutôt sur du hold de Bitcoin, Ethereum. Ouais, en général, c'est Bitcoin, Ethereum. Souvent d'ailleurs, sur de très gros wallets, on est all-in sur un token, que ce soit Bitcoin ou Ethereum. J'ai rarement vu du 50%, 50% Bitcoin, Ethereum sur un très gros montant. Souvent, d'ailleurs, je vois que les gens sont soit convaincus Ethereum ou Bitcoin sur des énormes montants. Est-ce que tu penses qu'en crypto, si on diversifie, on tue un peu le rendement final? Est-ce que la diversification, c'est une mauvaise idée en crypto? Alors, excellente question. Je pense qu'à l'époque, quand il y avait très peu de crypto, je sais pas, il y en avait 10 ou à un moment on est à quelques centaines, tout le marché montait quand il y avait une vague haussière. Donc en fait, tu diversifiais, effectivement, tu prends la hausse. Maintenant, diversifier, c'est prendre le risque de sous-performer. En fait, à l'époque, quand tu diversifiais, tu avais un risque-reward intéressant parce que tu prenais peu de chances de sous-performer
un asset parce que tout montait, Mm. et tu pouvais bénéficier d'un asset qui faisait x10, et du coup, tu étais exposé dessus. Sauf que maintenant, le marché est tellement énorme que ça pump de manière sporadique. Donc en fait, sauf si tu as diversifié sur, par exemple, sur le dernier cycle, BTC, BNB, Zcash, voilà. Mais non, tu as diversifié sur plein de trucs qui n'ont pas pumpé. Ouais. En fait, tu as pris un risque de underperf. Donc, pour répondre à ta question, diversifier sur un marché actuel, c'est bien si tu diversifies sur les bons tokens. Diversifier bêtement sur 100 tokens, je pense que c'est plus pertinent. Ok. Est-ce que tu as des infos sur l'OTC, par exemple? Ouais. Ouais, mais tu vois qu'il y a un mec qui va acheter pour $1 million d'Avalanche. Toi, tu le sais parce que tu as accès au deal OTC et tu te dis, OK, il va se passer quelque chose sur Avalanche, je front-run ce gars-là et je vais me faire de l'oseille. C'est possible, ça? Alors, c'est possible, sauf qu'en fait, donc évidemment, on voit les ordres passer. Bon, déjà, on a une certaine éthique et on est contrôlé chez Kraken. On ne doit pas utiliser les informations chez Kraken pour trader à des fins personnelles. Mais au-delà de ça, un deal OTC est justement fait pour ne pas avoir d'impact sur le marché. C'est tout le concept de l'OTC. Ouais, aussi, ouais. Donc en fait, avoir l'info OTC et bénéficier de la fluctuation, c'est antinomique. Parce que quelqu'un qui cherche à vendre sur OTC, ça peut être par exemple le fondateur d'un projet qui a énormément de tokens, le projet démarre, se lance bien, ça pump, et il a envie de vendre une grosse partie. Ça fait pas très bien publiquement de vendre la chose, ça peut effectivement faire dumper le marché, c'est pas bien. Donc ils vont passer en OTC dans le but d'avoir plus de discrétion, dans le but de dispatcher l'ordre, pas sur un exchange, pas sur ou un DEX, mais de dispatcher sur plusieurs liquidity providers, sur les fonds propres des exchanges, sur un peu partout. Donc en fait, justement, le but de l'OTC, c'est de minimiser l'impact sur le marché. Donc même si j'avais l'information et même si je l'utilisais, alors que je ne devrais pas, je n'en bénéficierais pas vraiment. Ça peut être des prémices d'un projet justement qui va peut-être couler. Et comme tu dis, le founder, il veut écouler ses tokens sans que ce soit visible. Alors, peut y avoir ça, mais ça peut aussi être un projet qui pump et le founder, il a envie de récupérer un peu de billes. Il a plein de tokens depuis très longtemps. Ces tokens valent quelque chose. Il prend une partie des profits. C'est pas déconnant. Et je connais des projets très solides, très sérieux qui sont toujours là, où certains fondateurs ont vendu une partie de leurs tokens pendant que le projet montait. Le projet est toujours là. Et c'était valide, c'était juste une prise de profit de la part des fondateurs. Mais vu que cette prise de profit peut être perçue comme j'abandonne le bateau, je pars, je ne crois plus au projet, en général, ils préfèrent le faire en toute discrétion, en OTC. Ok. Voilà. La prochaine question est une question piège. Et c'est... Alors, tu as le droit de ne pas y répondre si tu veux répondre aux questions. C'est pas mon style. Cite-moi un projet français que tout le monde adore, mais auquel tu ne crois pas une seconde. On est dans un événement, en plus, il y a beaucoup de C'est chaud, ça. C'est chaud, Un projet français que tout le monde adore, mais moi, j'y crois pas. Et il faut que tout le monde adore, en plus. Le projet Ou alors tu les vois partout, en event et tout. Là, t'as eu un name, là. Ouais, mais je peux pas me permettre de clasher l'écosystème français. Après, il y a des bons projets, il y a des projets un petit peu moins sérieux. Il y a les gros acteurs habituels. En fait, on a des bonnes pépites. Ledger, Morpho, on a franchement des belles... Moi, je pense que là où va y avoir des difficultés, voilà, là où j'émets des réserves, c'est surtout toutes les entreprises qui étaient PSAN et qui vont pas avoir les moyens de passer Mika. D'accord. Et pour moi, 90% des PSAN actuels vont pas réussir à passer Mika parce que c'est trop cher, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc en fait, il va y avoir plein d'entreprises crypto régulées PSAN, qui ont juste l'agrément. C'est quoi le premier truc? Tu as l'agrément et... enregistrement. Ouais, enregistrement. Donc pour moi, 90% des PSAN qui ont juste l'enregistrement vont pas passer à la phase 2. Donc si tu veux racheter une boîte crypto à l'heure actuelle, c'est très simple. Donc ouais, moi je pense qu'il va y avoir énormément de morts, de boîtes crypto mortes qui peuvent juste pas passer Mika. Du coup, ceux qui avaient l'enregistrement PSAN, ils doivent passer Mika aussi maintenant? Ou ça suffit pour opérer en France d'avoir l'enregistrement? Ouais. Pour moi, il va falloir avoir Mika. Ouais, ça va à rien finalement de dépenser autant d'argent dans Mika, dans PSAN pour gagner 2-3 ans, quoi, max. Ça coûtait pas cher. T'avais un enregistrement PSAN à 20-30 000. Ok.
Enfin, c'est de l'argent, mais pour une société, c'était encore abordable. C'est normal. Parce que là, on passe sur du centaines de milliers, il te faut des mecs en interne, compliance et tout. Ça n'a rien à voir, c'est un game différent. Donc ça va bénéficier aux gros acteurs. Bah, les Morpho, machin. Mais aux banques, mais il y a plein de petits acteurs qui se sont construits avec un enregistrement simple, qui vont mourir, qui vont se faire acheter en France. Et pour moi, j'estime à 90%, parce que c'est trop cher. C'est trop cher, hein, Mika. Donc soit t'es un gros, soit tu te fais bouffer. D'ailleurs, en plus, il y a des Mika français. Je sais même pas s'il y en a pour l'instant. Peut-être la Société Générale, non, il y a pas de projets français qui sont Mika. Des banques. D-Block. Ah ouais. D-Block. Et peut-être non, je crois que c'est tout. C'est que ce que je connais. Okay. Communauté, carte communauté. Qu'est-ce que vous nous avez mis comme question de Stéphane? À combien vois-tu le prix du Bitcoin redescendre au minimum? Quel serait le prix plancher du Bitcoin? Et selon toi, il pourrait pas descendre plus bas? Bah, le bottom. En dessous de 60K, j'ai du mal à voir le BTC en dessous de 60K dans des conditions normales, je dirais. Si on se tape un Covid, une méga guerre, quelque chose, un gros événement, on peut toujours descendre ponctuellement. Mais franchement, un socle à 60-70, je vois pas en quoi ça serait pas pertinent. Bah, c'est toi le roi de l'analyse chartiste. Hein. D'ailleurs, dis-moi ce que t'en penses. Exactement. Parce que il me semble que, bon, je suis pas un pro des charts, mais selon les charts, dans les zones 60-70, descendre en dessous, ça serait incohérent par rapport à l'historique. Si on regarde en cycle, et qu'on regarde ce qui s'est passé dans le passé, effectivement, on n'est plus sur ces zones-là. Maintenant, tout est possible. On peut redescendre à 30, à 20. Parce que le chart, il évolue. Et si on part vraiment en bear market et qu'on n'a pas de signe de retournement, on pourrait. Mais d'ailleurs, ça, c'est une question que je pose aux gens aussi souvent. Est-ce qu'il y a un risque que Bitcoin retombe à zéro? Selon toi, est-ce qu'un jour, Bitcoin peut valoir $0? Alors, qu'est-ce qui ferait que Bitcoin vale $0? Ça veut dire que personne n'en veut. En fait, les risques, concrètement, ça serait quoi? Que les États bannissent Bitcoin. Ça n'a même pas l'air d'être la tendance. Et en plus, de toute manière, à partir du moment où tu as de l'électricité, tu peux l'utiliser. Ensuite, tu as le réveil de Satoshi Nakamoto. Bah, en quoi ça changerait? Ok. Toi, tu continuerais d'acheter si Satoshi, demain, il vendrait tous ses Bitcoins, tu continues d'acheter? Bah, ça ferait un dump. Mais pourquoi arrêter? Tu continuerais de croire dans le projet? Évidemment, parce que ça change rien. En fait, je pense que maintenant, on est proof Satoshi, wake up de Satoshi Nakamoto. Le truc, il est trop répandu. Ça dépend plus de. Ok, il se réveille pas, et alors? Il a pas le pouvoir sur le réseau. Oui, il a juste beaucoup de tokens. Donc, il peut les dump. Bah, je serais là pour en racheter. Donc, déjà, où est-ce qu'il va liquider tous ces tokens? Mais non, ça fera un dump, évidemment. Mais pour moi, ça remet pas en question le fait que Bitcoin est une réserve de valeur quasiment avec toutes les qualités du Bitcoin. Pour moi, donc ça, c'est mort. Ça peut pas arriver. Donc un Bitcoin à zéro, c'est il n'y a plus d'électricité, ou on se dit, bah non, quelque chose d'autre est mieux. Mais dans ce cas-là, même, ça aurait toujours une valeur. Donc pour moi, le Bitcoin ne sera jamais à zéro. Ordinateur quantique, si demain, il y a un mec qui arrive à péter toutes les sites phrases de tout le monde... Alors moi, je prends le bet de ne même pas penser à ça, parce que si ça arrive, de toute manière, bon, je pouvais rien faire, il n'y avait rien à changer, je pouvais pas changer les choses, et je pense qu'on aura d'autres problématiques que le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il pourrait péter même les banques traditionnelles Évidemment. Bah, en fait, ce serait trop game changer d'un point de vue global. En fait, tu vois, l'objection de l'ordinateur quantique en disant « Ouais, mais Alix, mais pas trop de fonds sur le Bitcoin parce qu'il y a le risque de l'ordinateur quantique. » Mais en fait, déjà, il y a peu de chances que ça arrive vraiment qu'il y ait le Bitcoin. Et si tu pars du principe que ce risque peut arriver, franchement, tu peux quasiment plus rien faire parce que tu es safe nulle part. Donc moi, mon bet, c'est de faire en sorte de même pas réfléchir à ça. Je fais comme si ça arriverait jamais. Ok, bah on espère. On espère que ça arrivera jamais. Prochaine question piège. Qui est la personne la plus surcotée de l'écosystème français? Crypto. Ouais, c'est que des trucs où je me fais des ennemis, ça. Tu m'as demandé de mettre des questions pièges. Question piège. Alors, qui est le plus surcoté? Donc ça veut dire. Tu peux répondre à une question si tu veux pour le. Allez, vas-y. Okay. Question de culture G. Allez. Culture G. Culture G, culture crypto. Combien y a-t-il de mots dans la liste officielle BIP 39 utilisée pour générer les sites phrases, les phrases de récupération?
Donc vous le savez, vous avez vos petits mots, etc. Tout Ouais. ça est basé sur un dictionnaire qui regroupe beaucoup de mots. Combien il y en a? Exact. Alors, moi, Nicolas, il faut savoir que j'aime être extrêmement précis Ok. quand je parle des crypto-monnaies. J'aime rentrer à fond dans les détails techniques. Donc, c'est une réponse, je vais te donner une réponse extrêmement précise. C'est 2048. C'est effectivement 2048. Voilà. Je pense que ne pas connaître ça et travailler dans les crypto-monnaies, c'est pas bien, c'est limite honteux. Ok. Voilà. J'espère que ton audience. Appréciera. J'aurais dû prévoir des cartes un peu plus compliquées pour Alix. Ouais, J'ai oublié que. Faut vraiment entrer extrêmement dans la technique pour me piéger. Ok. Alors, vraiment. On va voir. Prochaine question piège. Est-ce qu'il y a une technologie révolutionnaire actuelle dont tout le monde parle, mais qui selon toi ne marchera jamais? Oh, j'aime bien. Une télé. Métaverse, NFT, effectivement, c'est déjà un peu la trappe. Moi, je trouve qu'il y a une méga hype sur les drones. Comme quoi, les drones allaient faire pompiers, plombiers, flics. Bon, bah. Tu crois pas? J'ai l'impression que non. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de tendances comme ça d'innovation qui arrivent. On a l'impression que ça a révolutionné. Même l'IA, à mon avis, on va un peu déchanter. Parce que c'est bon, on a ChatGPT depuis des années. Est-ce que vraiment ton quotidien il a changé à part. Oui, beaucoup. Ah ouais. Beaucoup quand même. J'en ai une pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ce token. Ça arrive beaucoup. C'est les PERP DEX. Les PERP DEX, et ouais. plus précisément Hyperliquid, Aster, etc. Ça, c'est la hype du moment. Est-ce que tu y crois? Et en tant que sexe, vous êtes un peu les opposés et concurrents. Est-ce que tu y crois, ce narratif? Alors, je pense qu'on n'est pas opposés et pas concurrents. Pourtant, j'ai l'impression que les sexes essayent d'éteindre ces tokens-là, où on a vu plutôt du côté des échanges asiatiques, ils étaient assez agressifs sur ces... En fait, moi, j'ai l'impression, tu vois, que les decentralized exchange attirent les gens qui étaient sur les centralized exchange il y a maintenant 7-10 ans. En fait, c'est un peu les early birds, les gens qui aiment tester des nouvelles choses. Et c'est vrai que sur les centralized exchange, maintenant, donc on a eu tous les gars de la techno, les OG, et ensuite, maintenant, on a vraiment tout le monde. Et sur les decentralized exchange, j'ai l'impression que c'est un nouveau besoin des OG crypto, qui veulent quelque chose d'encore plus décentralisé, etc. Ouais. Je pense pas qu'on se fasse vraiment concurrence. Surtout que les decentralized exchange, finalement, c'est la passerelle entre le monde réel, le monde bancaire et le monde des cryptos. Donc en fait, les DEX ont besoin des sexes. Alors après, oui, ça nous fait pas perdre peut-être du trading volume, mais je pense que c'est des propositions différentes. C'est à cause de la régulation, tu penses? Parce que vous, du coup, vous êtes déjà MiCA, PSAN, ce qui fait que vous êtes contraint, vous pouvez pas faire du levier x100 et quelques petites features comme ça, et du coup, les gens en ont un peu marre et vont sur ces plateformes-là qui sont complètement open, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Et surtout, on n'est pas fliqué, parce que je sais que maintenant, il y a DAC8, plein de réglementations qui arrivent et qui font perdre un peu l'anonymisation, quoi, sur les échanges centralisés. Bah ouais, complètement, ça c'est vrai que ça aide. Alors après, il y a une énorme hype à l'heure actuelle. Je sais pas s'ils vont garder un trading volume hyper sécure. Tu vois, je me pose, en parlant de ça, je me posais une question, tu vois, par exemple, pendant le 10-10, pendant le 10 octobre, tu vois, sur Kraken, on a turn off futures. D'accord. Ça a permis de sauver énormément de gens, en fait. Comme sur les marchés classiques où tu sais, eux ils tournent très, très rapidement. Et ben sur les centralized exchange, on tourne aussi pour protéger les gens. Moi je sais que j'avais des clients qui me disaient: ah, Lick, je peux pas déposer de collatéral et tout, je vais me faire liquider. Mais non, t'inquiète pas, c'est close, tu te feras pas liquider. Et donc on a sauvé vraiment des gens avec ça. Sur les decentralized exchange, t'as pas de bouton. Donc quand le domino tombe, c'est vénère. Ouais, c'est vrai que dans ce sens-là, ouais. Voilà, donc il y a t'as personne chez qui te plaindre, quoi. T'as personne, donc c'est toi et toi-même. Donc oui, c'est peut-être plus dans la philosophie libéralisme à mort, enfin libertarien à fond. C'est hyper décentralisé, évidemment, mais ça a aussi des avantages. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur, t'as personne à être plaint. Quand tu te gourdes de réseau chez Kraken sur ton dépôt, on peut toujours retrouver tes fonds, tu nous contactes, etc. Là, t'es laissé tout seul. Et je pense que ça convient pas à tout le monde. Il y en a qui adorent, ça a des désavantages. Pro, cons. Donc je pense que c'est des offres différentes qui sont complémentaires. Encore une question piège. On n'a pas très bien mélangé.
Si le fisc décidait de faire un audit complet approfondi de tes portefeuilles demain matin, à quel point tu serais serein? Sur une échelle de 1 à 10. Bah, 100% serein, parce que en tant que figure de Kraken, personnage public de Kraken, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Oui. Donc évidemment que je suis obligé, rien qu'à ce titre, d'être clean à 100%. Ok. Alors celle-là, quel est ton salaire en tant que country manager chez Kraken? Mon salaire est exact. Quoi? Tu peux la faire sauter si tu réponds à une question de culture crypto. Allez, culture crypto. Alors. Le pire, c'est que je voulais répondre, mais bon, si tu veux faire des questions de culture crypto. Oui, mais elles sont pointues. Alors, quelle était l'année de la mise à jour de Ether, la plus importante, qui était The Merge? Oui, alors, ça, je pense que je peux répondre. C'était 2021, je pense. Non. 2022. J'ai dit 2021? Ouais. Ah, c'était 2020. Ah ouais, c'était pas en novembre ou avril? Je sais pas, j'ai juste écrit 2022. Ouais, bon, bah. Du coup, quel est ton salaire chez Kraken en tant que country manager? C'est quoi ton titre exact? Et ce que tu fais exactement tous les jours? Ouais. Alors, la plupart de mon temps, je gère les VIP chez Kraken. Donc, c'est VIP manager. Pas seulement français. Donc, beaucoup, évidemment, on m'a confié tous ceux qui sont francophones. Donc, beaucoup de Suisses, Belges, mais en fait, un peu partout. Surtout Europe, un peu Dubaï. Mon travail, en fait, il faut savoir que sur les centralized exchange, donc nos revenus sont en général faits par une petite partie des clients. En fait, donc, sur les exchanges, une petite partie des clients, donc ça peut être des entreprises, des high frequency traders, des market makers ou des high net worth individuals qui tradent énormément, génèrent la majorité des revenus de Kraken. 80-20. Je crois qu'on est sur du ça, ouais. 20% des gens encore 80% du profit. Ouais. Et donc, du coup, on doit vraiment porter une attention toute particulière à ses clients. Et donc, c'est mon travail. Et notamment sur les individus. Donc, mon travail, c'est d'être très proche des traders, des high net worth individuals chez Kraken, de faire en sorte que déjà tout se passe bien, de leur proposer des produits exclusifs, donc du lending, du borrowing, etc., des tarifs préférentiels, pour que chaque client VIP puisse vraiment profiter de toute la plateforme. Évidemment, je les tiens au courant des tout derniers produits de Kraken. Et ensuite, on a plein d'événements VIP. Donc, on sponsorise des équipes de football, la Formula One. Donc, on fait les Formula One, les matchs de foot. On organise des événements aussi un peu prestige, donc des dégustations de vin, etc., dans des châteaux. On a plein d'événements comme ça très prestigieux. On fait en sorte qu'ils se rencontrent aussi, parce que ça fait une communauté de clients VIP, pro-crypto, donc c'est toujours un plaisir pour eux de se rencontrer. Donc voilà, moi j'anime cette communauté-là, je fais en sorte que tout se passe bien, je leur propose les derniers produits Kraken, et je leur débloque aussi leurs problématiques un petit peu quotidiennes. Ça peut être des virements bloqués sur des gros montants. Tu déposes ou retires 10 millions sur Kraken. En général, sur la partie Kraken, ça se passe bien, mais les banques vont rechigner. Ouais. Donc, je dois intervenir pour convaincre la banque de laisser le virement partir, ou à l'inverse, de laisser le virement arriver auprès de la banque. Parfois, ça peut être des conseils aussi sur la fiscalité, etc. Je ne donne pas de conseils sur la fiscalité, mais je renvoie sur des experts. Donc, voilà, c'est vraiment un accompagnement holistique. Ils ont mon WhatsApp, ils peuvent me contacter, et je fais en sorte que nos meilleurs clients soient contents chez Kraken et ne partent pas. Donc c'est à partir de combien ces clients-là? Ouais, c'est 10 millions sur Kraken, donc en assets sur Kraken, ou alors 8 millions de trading volume par mois, en moyenne. Spot ou futures ou margin. Futures aussi? Futures 8 millions, ça... Alors, équivalent fees. Donc ouais, ça doit être x10, quoi. Et margin, du coup, un peu moins. Donc c'est un équivalent... un équivalent fees dépensé, quoi. Ce qui répond pas à la question quel est ton salaire, du coup? Mon salaire... Est-ce que tu as des coms, justement, sur ces gens-là? Plus ils dépensent, plus toi, tu vas avoir une com. Ou ton salaire, il est fixe? Alors, je n'ai pas de com directement sur les gens. Je suis incentivé sur un PNL global de la gestion clientèle, donc de mon portefeuille de clients VIP. Des bonus, quoi, à la fin de l'année. Voilà, ça, un bonus à la fin d'année. Ce qui est intéressant aussi, c'est les actions Kraken.
parce qu'on a des stock options. Kraken, un jour, ira sûrement en bourse. Et donc, on sera tous récompensés. Ça, c'est pas mal. Ce qui répond pas encore à la question, tu vas pas répondre. Bah non, je peux pas répondre Tu parce peux pas. que... En fait, je pense que même si moi, je veux bien, tu vois, il y a... Pourquoi je réponds pas? Pourquoi je réponds pas, en fait? Pourquoi les gens ne répondent pas à cette question-là, notamment en France? En fait, la première raison, c'est que je pense que c'est confidentiel. Je pense que Kraken n'a pas envie que je divulgue mon salaire. Et deux, on est en France. On est en France, parler d'argent, alors que moi, en général, j'ai aucun problème. Bah, sur YouTube, etc., c'est toujours pas top. Parce que si je dis un chiffre qui paraît un peu trop important pour certaines personnes, bah, ça les trigger. Ils se disent, ah, mais pourquoi il y en a qui gagnent de l'argent et d'autres moins? Ça, c'est question communauté de Margot WSR. Est-ce que un jour Solana pourrait atteindre 1000 $? Donc ça, c'est des gens qui ont beaucoup de Solana dans leur bag. Vous les avez depuis... Est-ce que ça pourrait atteindre 1000 $? Bah, en soi, oui, ça peut atteindre 1000 $. C'est une crypto que tu aimes bien? C'est une crypto que tu vois monter là dans les prochaines années? Alors, tu vois, Solana, faut pas oublier une chose, et j'ai l'impression que les gens l'oublient, c'est que sur le bottom, sur le bear market précédent, au bottom, on était à combien? Sur Solana, le Ouais. bottom, 15 $, je crois. Voilà, même moins, il me semble Ouais. qu'on était même... 7, 8. Ouais, Ouais. je crois qu'on était à moins de 10. Ce qui veut dire que la performance a été énorme. Et Ouais. tu connais le jeu des élastiques et de l'analyse chartiste. Donc pour moi, ça peut redescendre aussi. Solana a extrêmement descendu sur le cycle dernier. Voilà, faut le savoir. Donc là, en fait, tu as plein de mecs qui ont acheté à moins de 10 $, qui sont en surperf. Voilà. Donc pour moi, oui, ça pourrait atteindre 1000 $, mais quand? Sur combien de cycles? Il faut que la techno continue. Il y a eu la hype Memecoin. Est-ce que si la hype Memecoin meurt, Solana meurt? Donc ça, c'est les enjeux. Moi, quand je vois Solana, je vois un bottom qui a été vachement bas. Donc je me dis pourquoi ça irait... ça va pas aller à moins de 10 $, mais il y a de la marge pour aller taper en bas. La Memecoin season est passée. Il faut du nouveau souffle. Alors, il y a eu les ETF, il faut de la tokenisation. Il y a de la tokenisation de assets, real world assets sur Solana. Ça, c'est bien. Donc, je pense que ça commence. C'est legit. Solana me paraît legit sur la TradFi. Donc, c'est bien. Alors, après, 1000 $, on est à. On a combien là? Faudrait voir le market cap, combien ça Ouais. représente, mais c'est pas trop déconnant, ça va. C'est pas. Après, bon, c'est 1000 $. Mais ça va prendre du temps. Ouais. Là, je vois pas le truc à 1000 $ cette année. Petite question piège. Qui est le pire influenceur crypto, selon toi? Une personne qu'il ne faut pas suivre. Tu peux répondre à une question de culture. Allez, vas-y. Quel est le nombre de blocs exact entre deux halvings sur Bitcoin? Alors, la personnalité crypto que... Le pire influenceur. Le pire influenceur crypto? Le nombre de blocs, c'est 210 000 blocs entre chaque... 210 000. Alors, le pire influenceur crypto... c'était pas... comment il s'appelait le gars aux US, là? BitBoy... Ah oui, lui. Comment il s'appelait? Ouais, Big Boy ou Big Boy. Boy, Ouais. Big Boy Beat. Ben Big Beat Ouais, Boy. Ben, ouais. Ouais, qui... mais après, moi, en fait, il me faisait rigoler. Alors, je pense que c'est le pire, mais faut le prendre en influenceur divertissement, entertainment. Parce qu'en gros, bon, tous les jours, voilà, Solana, elle a 10 000 €, 10 000 $ tous les jours. En fait, tous les jours, c'était bull market avec lui. Ouais. Tous les jours, t'avais une altcoin qui allait exploser. Et je crois que j'avais vu ce truc où il avait acheté une Lamborghini. Ouais. Et en fait, descente aux enfers, parce qu'en plus, des problèmes avec sa femme, je sais pas quoi. Mais il avait sorti un token qu'ils avaient rug aussi, je crois. Il n'y a rien qui allait. Genre, descente aux enfers complète. Donc, il achète sa Lambo, il la revend parce qu'il a plus de thunes. Et il fait une vidéo où il retourne chez le mec qui a acheté sa Lambo devant le nouveau mec en disant « Oh, c'est ma Lambo, je sais pas quoi. » Enfin, un truc horrible. Bah voilà, je pense que c'est la descente aux enfers. Et le gars était numéro 1 à un moment. Ouais, c'est vrai. Donc le mec est passé de numéro 1 à descente aux enfers en un temps record. Je suis d'accord. Donc je pense que c'est un des pires, le pire influenceur crypto. Donc là, c'est un petit jeu. Tu as 3 portefeuilles. Tu dois en choisir un. Pour faire le plus d'argent en 2026. En 2026, faire le plus d'argent? Portefeuille 1, Bitcoin XRPPP. Portefeuille 2, Solana Dodge LTC. Portefeuille 3, BNB Sui Hype. Portefeuille 3. Celui qui va le plus performer? J'ai l'impression. Et le pire, celui qui va vraiment pas performer, tu penses? Solana Dodge LTC. Ok. Voilà ce que je ferais.
Ça, je l'ai fait un peu partout dans le salon aujourd'hui. Les gens étaient plus numéro 3, ouais, effectivement. Ah oui? Ouais, C'est marrant, ça. les gens aimaient bien le 3. J'ai eu du 1 et aussi parce qu'il y a Bitcoin, quoi. Ouais, Mais voilà. bah, c'est hype, je pense. BNB, ils se disent, ouais, c'est stable. Si Binance fait bien. Ouais. Alors ça, c'est une question de débat. C'est-à-dire, bon, j'ai repris un peu les débats qu'il y a en ce moment et toi, il faudra que tu prennes position et que tu défendes le tien, même si je ne vais pas trop aller contre, sauf si j'ai des arguments. Le débat, c'est Solana, Ethereum. C'est-à-dire que d'un point de vue technologique, Solana pourrait remplacer Ethereum. C'est deux architectures différentes. Toi, tu es plutôt quel camp? Ouais. J'ai l'impression que les gens, ils sont focalisés sur la techno. Quelle techno est mieux qu'une autre? En fait, dans le marché, dans le game, dans le business, à un moment, on compare plus les technos. Google est là, je suis sûr qu'il y a des moteurs de recherche peut-être qui sont mieux. Facebook était là, l'interface était à chier. En fait, c'est ce que tu prends le marché ou tu le prends pas au bout d'un moment. Il n'y a pas que la techno qui compte. Donc Ethereum, ah oui, mais Solana, c'est mieux, c'est moins cher. Bah déjà, Solana, ça plante souvent. Bah, même moi, à mon petit niveau... Ça a planté. Bon, Ah je suis ouais. l'avocat du diable. Alors toi, t'es Ethereum, t'es team Ethereum. Non, mais franchement, non, moi je suis team rien, je suis team qui va Ouais, prendre le tu marché. dois être une team. Ah, je vais être une team. C'est pareil. Bah, Ethereum, ils ont de l'avance. En fait, si je trouve que Solana, c'est mieux techniquement, mais Ethereum, c'est mieux implanté. Mais est-ce qu'Ethereum, ils sont pas assez agiles? Et on sait que dans ce marché, il faut l'être. Par exemple, Solana, c'est le genre de mec, voilà, ils vont te sortir un téléphone, ils vont faire les meme coins, ils vont aller faire du prediction market, tous les trucs qui intéressent les gens, tu vois. Alors qu'Ethereum est à la traîne, il t'annonce une mise à jour, ça va arriver dans 10 ans. C'est vrai. Est-ce que finalement, on n'est pas dans un marché où il faut être agile et Solana est un peu plus. Mais Ethereum, ils ont de l'avance sur la TradFi, sur la tokenisation d'assets. Et là, l'attraction. Enfin, une fois que tu es à TradFi, ils vont pas tout faire sur Ethereum pour passer sur Solana. C'est vrai. Donc, Malgré qu'on a vu beaucoup de gens migrer de Ethereum vers Solana Ouais. en 2000, parce que les gens vont là où les users sont en fait. Ouais. Aujourd'hui, je dois build un projet, j'ai envie d'avoir une bonne base d'utilisateurs, je vais sur Solana, je vais pas sur Ether. Ouais, je suis d'accord. Parce que les frais sont trop chers, c'est pas assez scalable, etc. Ouais. En fait, ça dépend si ta question c'est t'es quel team par rapport à la techno, par rapport à l'adoption, par rapport au prix. Par rapport à faire de l'argent. Enfin, Par rapport à faire de tout l'argent. tout est corrélé, j'ai envie de te dire, mais. Bah, de toute façon, faire de l'argent, en fait, c'est à combien t'achètes, combien tu vends ton Ouais. Ethereum ou ton Solana. Je vais te dire, c'est l'opportunité d'achat que tu vas avoir sur chaque truc et ce que tu vas réussir à bien vendre. Mais après, en tant que compagnie, en tant que boîte. Bah, Solana est Ethereum, plus sexy. Hein. Ouais. C'est sexy, c'est sur les projets sexy. Ethereum, c'est un peu boring et ça va sur de la TradFi. Bah, mon cœur, c'est sûr que Solana est beaucoup plus sexy. Ouais. On mettra dans les commentaires un Ethereum et un Solana et vous mettrez un nombre de likes Voilà. pour voir dans le public si vous êtes plus team Solana ou Ethereum. Question de la communauté de Largo37. Est-ce qu'il y aura prochainement une alt season? Donc on est en janvier 2026 au moment où on tourne. Est-ce qu'il y aura prochainement une alt season? Une alt season, ça veut dire que toutes les alts pump et surperf le BTC. Bah, déjà, il y a trop d'alts. Donc une alt season, ça veut dire que tout le marché, je sais pas combien de tokens montent, j'y crois plus. Je pense que ce sera sporadique, comme je t'ai dit. Et moi, l'alt season, je trouve qu'on l'a eu. Bah, le BNB, il explose, le Zcash, il explose. T'as plein d'ATH de plein d'alt. Genre, les gens veulent quoi de plus? Ils veulent pouvoir acheter. Que Ils tout veulent du Atom, du Polkadot, putain. tout ça qui remonte, quoi. Tu sais qu'à un moment, tu sais que dans ma vie, il y a un jour où j'ai été all-in Atom. Ah oui. Je n'avais rien d'autre que de l'Atom. J'étais un convaincu Atom. Moi, j'étais Atom 100, on est à Atom 1. En fait, j'avais pas vu que c'était 1,00, tu vois. Ouais. Je pensais vraiment qu'Atom... Mais en fait, c'était un super projet. Voilà. Super projet, pas d'argent. Comme quoi, l'argent ne se fait pas sur les projets. Ouais. Super projet, tokenomics, bah pas ouf. Mais surtout, pas de hype. Tout le monde se dit pas, je vais faire de l'argent sur Atom. Donc, ça prend pas. Comme quoi, il y a une décorrélation entre faire de l'argent et la qualité du projet. Bah, même coin. Bah, Atom mérite plus que le Trump token. Oui. Même que Solana, hein, j'ai envie de te dire. J'avais interviewé Eric Larchevêque et il a dit la seule crypto que j'ai acheté à part Bitcoin et il avait participé à l'ICO d'Ethereum, c'était Atom. C'est un top projet. Ouais, c'est le seul truc qu'il voulait, qu'il pensait voir monter aussi. C'est dommage. Ouais, mais ce qui monte, c'est pas les bons projets. Ouais. C'est qu'est-ce qui va faire le FOMO des gens. C'est une petite question rapide. Vas-y. T'as pas trop le droit de réfléchir, faut juste répondre tac au tac, ok? Ouais. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin en market cap? Stablecoin. La crypto que tu n'achèterais jamais.
Toute crypto, à partir du moment où il y a des bénéfices à faire, m'intéresse. Et même Luna, tu vois. Même Luna, j'irais. Parce que le trading de cadavres, comme j'en avais déjà parlé, c'est vraiment bien. Ok. C'est-à-dire que tu achètes. Et des cryptos comme Luna, FTT, tu as énormément de liquidités en fait. Il y a encore Donc des tu gens peux. qui font ça. Ouais, mais énormément. Donc tu peux y aller à fond. Tes ordres, ils passent très bien. Et tu peux. Et ça fait toujours tu vois, un cadavre. Ce qui est marrant dans les cryptos, c'est ça meurt presque jamais, tu vois. Ou alors il faut que ça soit délisté de partout. Ouais. Mais du coup, ça peut toujours creuser. Et donc, en fait, les cadavres, parfois, ils ont des pulsions de vie. Ils sont Genre, basés sur quoi? Sur les gens c'est qui. des pulsions de 70%. Hein. Ouais, ok. Tac, 70% sur le Luna classique. Mm. Donc ça, je ne dirais jamais je n'achète pas de cette crypto. Peut-être Atom, genre, parce que je suis un peu PTSD. Ok. Voilà. La dernière crypto que tu as achetée. La dernière que j'ai achetée, surtout celle que j'ai vendue. La dernière que j'ai achetée, c'est l'USDC. Et la dernière que tu as revendue. Du Bitcoin. Ok. Ton objectif de prix pour BTC fin 2026. Bah, on a parlé 60-70. Ouais. Le projet le plus innovant actuellement. Prediction Market. Hein. Je sais qu'il y a des plateformes crypto qui se lancent, qui vont faire leur département. Ouais. Prediction Market, c'est ça. Avec les éléments que j'ai à l'heure actuelle, pour moi, c'est Prediction Market. Mais en fait, tout le monde, regarde, c'est un vrai sujet. Et je veux ton avis. En fait, tout l'écosystème, même toi, on a besoin de narratifs. Mhm. Qui va les créer? Il faut créer des narratifs. Ouais. Il faut créer des narratifs, sinon les gens, c'est comme ta copine, quoi. Il faut capter son attention en permanence, sinon, elle se fait chier. Ouais. Et là, les gens, ils se font chier. La blockchain la plus performante, avec ta définition de la performance. Bah, Ethereum, moi, je trouve que ça fonctionne. En Ok. fait, Solana, j'ai eu plein de problèmes. Donc, alors, c'est rapide, c'est pas cher et tout. Je continue encore un peu de temps en temps. Mais Ethereum, en fait, j'aimais pas Ethereum et j'ai été contraint parfois de l'utiliser. Ethereum, ça marche. Ouais, Je n'ai jamais eu de problème avec Ethereum. c'est vrai. Moi non. C'est trop cher, c'est trop long, Ouais. mais ça marche. La crypto la plus sous-cotée. Bitcoin sous-coté, tout le reste surcoté. Ah ouais, c'était ça la prochaine, la crypto la plus surcotée. Bah, un peu tout le reste. Parce qu'en fait, les gens, ils sont là à diversifier. Donc, pourquoi tu diversifies? Faut faire des gros multiples, parce que les gens, ça les intéresse plus d'acheter un Bitcoin à 100 000, à 90 000. Ça va pas être life-changing alors que. Alors que sur Solana, ouais. Bah, en fait, d'ailleurs, ce qui va faire pumper le marché, ce qui va faire revenir les gens, en fait, là, si tu veux, tu as TradFi qui s'est emparé des cryptos et il n'y a plus de life-changing money sur le Bitcoin ou l'Ethereum. C'est ça. Donc, du coup, c'est plus sexy. Les particuliers, en fait, pour qu'il y ait des pumps de malades, il faut que ce soit des particuliers qui viennent FOMO. Genre, la TradFi, JP Morgan et Co, ils vont pas aller FOMO et faire à to the moon. Dès qu'ils ont leurs 10%, ils se cassent. Du coup, il faut qu'il y ait du life-changing money, faut qu'il y Dont ait les meme coins. Bah ouais, mais on a été jusqu'au bout. Au début, tu avais le Bitcoin, ensuite, tu as eu les altcoins sur la technologie et tout. Et à un moment, on était essoufflé. Allez, même coin, carrément, on assume le truc, même coin. Mais du coup, le next step, ça va être quoi? Mm. Il faut faire rêver les gens, il faut qu'il y ait du life-changing money. Il est où le life-changing Ouais. money? C'est ce qu'ils ont réussi très bien à faire hyper liquide, finalement. Et que les Ouais. gens adorent ça, parce qu'ils se disent, c'est les mecs, ils ont changé des vies, pour de vrai. Ouais. Avec le airdrop qu'ils ont fait. Ouais. Bah, il Et faut changer des. Predictive market, je trouve que les rewards, ils sont pas ouf. il y a peut-être un airdrop en attente Il faut, en fait, pour faire il faut pour que le market, pour le crypto market explose, il faut faire du life-changing money pour attirer les gens. Le meilleur indicateur pour acheter ou revendre ses cryptos. Franchement, moi, c'est ce qui marche le mieux chez moi. C'est le meilleur indicateur. Et aucun autre indicateur pour l'instant ne m'a aidé plus que celui-là. Pour moi, c'est le meilleur indicateur. Les dates, Quelle date? bah, en fonction du halving. Ok. En vrai, tu achètes bêtement tous les 4 ans. Tu achètes du 15 octobre, tu revends le 15 octobre plus tard, 3 ans plus tard. Tu es obligé d'être en 15. Ouais. Tu as surperf 99% des gens. Ouais. Et sans ouvrir Twitter, YouTube, rien. Et c'est vrai que les gens ont fait le truc précisément. Je sais plus combien de jours exactement, 2300 jours ou un truc comme ça. Et oui, tu n'auras pas le bottom ni le top. Mais bon. Mais tu auras des bonnes entrées, Ouais. des bonnes sorties. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est passé. Alors, là, normalement, tu as dû revendre. Alors. Ouais. Ouais. Mais bon, là, ça pump. Je pense qu'il y a de la perf à aller chercher sur Q. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y aura un ATH? En vrai, j'ai vachement de mal à lire le marché en ce moment. C'est un avis que je partage avec des OG. Hein. Franchement, on a du mal. Après, c'est devenu. Il y a la finance traditionnelle. Donc, c'est différent. Ouais. La meilleure plateforme pour acheter ses cryptos.
Alors, je dirais que c'est Kraken. Ok. Ça me Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est la plateforme la plus vieille jamais hackée. Donc la plus vieille et jamais hackée. Archi sécurisée, archi réglementée. That's it. Jamais hacké. En fait, juste, c'est jamais hacké et on est les plus vieux. C'est qu'on est les meilleurs sur la sécurité. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus que de la sécurité? Go chez Kraken, code blocks dans les commentaires. Voilà. Voilà, il n'y a rien de plus. Le meilleur wallet pour sécuriser ses cryptos. Kraken Wallet. En plus, c'est connecté directement sur Kraken, donc c'est super simple de faire les transferts. Ok. Voilà. Kraken Wallet. Le meilleur moyen de se former en crypto. Écoutez Crypto Edge. Un outil indispensable. Un outil indispensable. Un site ou une appli que tu utilises tous les jours. Bon, pas un exchange, mais... Bah, TradingView, évidemment. Hein. TradingView, moi, tous les jours, le matin, je m'allume mon petit TradingView, j'ai les cryptos que je suis et je regarde. Vas-y, on les fait en rafale. Vas-y, rafale. Allez, rafale. Allez. Rafale. Question piège. As-tu déjà conseillé un projet alors que tu savais pertinemment qu'il n'avait aucun avenir? À fond. C'était quoi? Je ne dirais pas, mais c'était un projet français, de Play to Earn. Ah. Je te dis les deux cryptos, tu me dis celle que tu gardes à chaque fois. Oui. XRP ou Solana? Solana. Solana ou Polygon? Solana. Solana ou Tao? Bah maintenant que tu m'as dit qu'ils sont dans le predictive market, etc., Tao à fond. Tao ou Cardano? Tao. Tao ou Avax? Tao. Tao ou Kaspa? Tao. Tao ou Hype? Bah depuis que tu m'as parlé de Tao, tu m'as grave chauffé. J'ai qu'une envie, c'est d'aller sur Kraken, on a acheté un max là. Tao donc. Bah Tao. Tao ou AVE? Tao. Tao ou Link? Tao. Tao ou ETH? Tao. Tao? Tao ou Doge? Tao. Tao ou BNB? Tao. Tao ou Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin ou Gold? Bitcoin. Ok. Donc toi, à titre perso, Oui. si on vient de voir, on dit toute ta fortune. Ouais. À partir de demain, il faut qu'elle soit dans un seul asset. C'est soit le Bitcoin, soit le Gold. Bitcoin. T'es sûr? Et c'est déjà quasiment. Là, je suis en train d'arbitrer justement. Je suis en train de passer. Mon plan, c'est fin 2026. Au 1er janvier 2027, 100% BTC. Débat, Bitcoin à 1 million d'euros. Inévitable ou fantasme? Fantasme ou inévitable? Je pense que c'est les deux. C'est un fantasme sur le prochain cycle, enfin sur genre 4 ans, et c'est inévitable sur 100 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous créer un portefeuille idéal avec 10 000 euros à l'intérieur pour les... Ouais. Alors si t'as 10 000 euros, bah tu rentres sur le BTC le plus bas possible. Le jeu des dilemmes. Est-ce que tu préfères avoir 100 millions d'euros sur ton compte, mais être détesté par toute la communauté crypto, Ah oui. considéré comme un escroc, ou avoir raison sur tout et pourtant être fauché? Je préfère avoir 100 000 euros sur mon compte et être détesté par tout le monde. Ok. Est-ce que tu préfères vendre tout ton portefeuille la veille d'un x100 ou acheter le sommet exact et voir ton investissement divisé le Putain, lendemain? tu sais que ça c'est une bête de question. Je vais te dire un truc. Il n'y a rien de pire que de voir tous ses potes s'enrichir et pas toi. Donc d'avoir Donc revendu. il vaut mieux être dans le marché et se faire exploser comme tous tes potes que le pain de voir tout le monde en Ford Raptor flambant neuf, sauf toi, toi. et il Ouais. fait trop mal. C'est vrai. Est-ce que tu préfères que le Bitcoin à 1 million de dollars, mais tu n'en as aucun, ou que le Bitcoin tombe à 0, mais tu auras shorté avant et tu es devenu riche? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à t'enrichir sur la démolition du Bitcoin? Non, parce que je suis là pour la tech. D'accord. Est-ce que tu préfères avoir un portefeuille qui fait plus 10% chaque année de manière sûre ou d'avoir une chance sur deux de faire x100? Putain, et j'ai la chance sur deux, je l'ai tous les ans. Non, c'est qu'une fois. Parce que si je l'ai tous les ans, il vaut mieux que je prenne la chance x2 tous les ans. Ouais, parce que 10%, ça te fait gagner 10 ans, quoi. Bah, tous les 10 ans, tu as le droit de faire un x2. Enfin, tu as une chance sur deux de faire un x100. Si c'est tous les 10 ans que Ah non, c'est un x100, donc ouais, non. C'est un x100. Ouais. J'ai une chance sur deux de faire un x100 ou je prends la chance sur deux, un x100. Ok. Tu préfères que Satoshi Nakamoto revienne et détruise le mythe ou que l'État interdise totalement la possession de crypto? Comme je t'ai dit, pour moi, ces deux événements-là ne me feront que des opportunités d'achat. Ok. Mais je le pense réellement. Et je préférerais que ce soit Satoshi Nakamoto qui se réveille, ça fera un dip et voilà. Parce que si tous les États du monde vraiment bannissent le truc, en vrai, c'est un peu chiant. Pour être honnête, tant que t'as de l'électricité et tout. Ouais, mais si t'es un malfrat dans tous les pays du monde, Tu peux pas pas même, ouf. Hein. ouais.
Et dernière question, est-ce que tu préfères retrouver un vieil ordinateur avec 10 bitcoins à l'intérieur ou découvrir le prochain bitcoin avant tout le monde? Bah, si tu découvres le prochain bitcoin et que tu sais que ça va être et que c'est génial, que tu fais des milliards et des milliards, c'est mieux. Ouais. D'ailleurs, les plus gros wallets, souvent. Ouais, mais ça veut dire que tu penses qu'il va y avoir un nouveau bitcoin. Là, tu aurais pu me dire non, il n'y aura pas de nouveau bitcoin, je préfère en avoir 10. C'est sûr à 100%. Tu sais que les plus gros wallets, c'est des mecs qui ont perdu leurs clés, qui les ont retrouvés. Ouais. Tous. Quasiment. Enfin, parce que c'est humainement impossible d'avoir acheté du BTC à 1$ et de ne pas avoir vendu à 100 000 $. En fait, c'est limite, t'as un problème. En fait, je n'envie pas un mec qui a réussi à acheter du Bitcoin à 1$ et pas le revendre à 100K. C'est qu'il est trop dérangé dans sa tête. Je préfère ne pas avoir son wallet. Si tu es encore à ce moment de la vidéo, merci beaucoup. Si tu es abonné, merci encore plus. Et si tu veux voir d'autres contenus de Blox, toutes les vidéos, elles sont là.